Coucou, bonjour et bienvenue, chers auditeurs, chères âmes en chemin. Bon printemps, vous entrez dans l'espace sacré de notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, épisode 150 déjà, oui. Un passage symbolique, un seuil qui marque autant la maturité de notre démarche que l'expansion de notre conscience collective. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et votre hôte en présence. Ici, nous venons pour nous élever, nous libérer, nous détendre et surtout revenir à l'essentiel. Ces vibrations intérieures qui nous relient les uns aux autres, au monde, à l'invisible qui nous accompagne. Aujourd'hui, nous recevons deux âmes puissantes, deux phares du blues, deux voix qui ont su transformer la douleur en beauté et la vérité en musique. Nous accueillons l'âme de B.B. King, le souverain du blues, celui qui a fait parler sa guitare comme un cœur qui se confie, une âme noble, généreuse, profondément humaine qui a toujours cherché à apaiser plutôt qu'à impressionner. À ses côtés, l'âme vibrante et lumineuse de Dan Aykroyd, artiste multidimensionnel, amoureux du blues, gardien de son esprit festif et viscéral. Une énergie vive, curieuse, pleine d'amour et de passion qui a contribué à faire rayonner cette musique jusque dans la culture populaire. Deux univers, deux couleurs, deux façons de faire circuler la même essence, celle du blues, cette prière qui se chante debout. Installez-vous, respirez, laissez-vous porter. Nous ouvrons maintenant le canal pour entendre ce que ces deux âmes ont à nous transmettre. Avant d'entrer dans notre émission du jour, j'aimerais revenir avec vous sur un moment important de la semaine dernière, un moment qui a touché plusieurs d'entre vous, notre rencontre d'âme avec Jamie Lee Curtis. Avant l'émission, elle s'était présentée à moi dans une vision très particulière, une robe transparente avec un fond d'univers noir traversé par un rayon vert émeraude et cuivré. Une énergie mystérieuse, presque en transition, comme si elle se tenait entre deux versions d'elle-même. Pendant l'émission, je vous ai partagé que son âme était bleu indigo. Je sais que cela en a surpris plusieurs parce que son premier tableau énergétique était plus sombre, plus voilé. Mais ce que vous n'aviez pas encore vu, c'est ce qui s'est passé après. Après l'émission, Jamie Lee est revenue me voir. Elle est là. Elle se tenait dans une robe moulante bleu indigo, parsemée d'étoiles univers, comme si elle avait enfin accepté de se montrer dans sa vibration véritable. Puis sous ses pieds, il y avait une boule rose, une base d'amour, de douceur, de guérison très, très lumineuse. Puis encore plus bas, il y avait comme un genre de rayon blanc, mais comme un socle très lumineux, ancré à la terre, solide, pur et assumé. J'ai vu sa multidimensionnalité. Puis je la remercie pour sa confiance parce que elle s'est dévoilée pour avoir accepté de se montrer dans sa splendeur, dans sa vérité, dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, je vous le confirme, l'âme de Jamie Lee Curtis est bleu indigo dominante avec une base rose et un ancrage blanc à la terre. Elle est rendue là maintenant dans sa vie et c'est un privilège de l'avoir rencontrée à ce niveau. Puis elle m'a répondu à mon remerciement. Elle me dit, je me montre à toi parce que tu vois au-delà des voiles, tu reconnais les couleurs que je n'osais pas encore porter. L'indigo est ma vérité, le rose est ma guérison et mon blanc est mon retour à moi-même. Le soin que tu m'as offert a ouvert un passage en moi, un espace où j'ai senti que j'avais droit d'exister autrement, d'où le pourquoi que je te l'ai montré. Merci de m'avoir accueilli sans peur, sans projection, simplement avec présence. C'est dans ce regard-là que j'ai trouvé la force de prendre ma place dans ton cœur et dans le mien. Et voilà, hein, super retour.
Pour notre deuxième retour cette fois, j'aimerais rebondir sur un commentaire de Benoît, l'ancien animateur de l'émission et collaborateur dans notre focus group. La semaine passée, je demandais à Julie Andrews à quoi ça sert le raffinement. Puis sa réponse nous a beaucoup touchés à Benoît comme à moi et j'ai eu envie cette semaine d'étirer la sauce un peu, comme je dis souvent, et puis d'aller plus loin avec elle, en tout cas du moins si c'était possible. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à la conscience de Julie Andrews de nous parler de noblesse. Qu'est-ce que la noblesse au-delà des titres, des apparences, puis de l'image? Voici ce qu'elle nous transmet. Quand vous prononcez le mot noblesse, beaucoup pensent d'abord à une posture, à une allure, à une manière de se tenir. On imagine des robes, des gants, des manières impeccables, une certaine retenue. Tout cela peut être une expression de la noblesse, mais ce n'est pas le cœur. La vraie noblesse ne commence pas dans le geste, mais dans le regard que l'on porte sur la vie. Être noble, ce n'est pas de se croire au-dessus, c'est de se rappeler que l'on n'est pas séparés. C'est de se tenir droit, non pas pour dominer, mais pour honorer ce qui nous traverse. La noblesse, c'est la capacité de dire je choisis de répondre à ce moment avec le meilleur de moi, même si personne ne regarde. La noblesse se voit dans ce que vous faites quand il n'y a pas de public, dans la façon dont vous parlez à quelqu'un qui ne peut rien vous apporter, dans la manière dont vous traitez votre propre cœur quand il est fatigué, blessé ou déçu. On m'a souvent associé à une image de grâce, de douceur, de tenue. Mais ce que j'ai appris, c'est que la noblesse n'est pas une perfection figée, c'est un choix répété, le choix de rester fidèle à ce qui est vrai, même quand ce serait plus simple de jouer un rôle. La noblesse, c'est aussi la façon de porter ses blessures, non pas en les exhibant pour attirer la pitié, mais non plus en les cachant pour sauver la façade. C'est en laissant devenir des lieux de compréhension, de compassion et de profondeur qu'on y arrive. Une âme noble ne nie pas sa douleur, elle la traverse, elle l'écoute, elle en fait un espace où les autres peuvent se sentir moins seuls. Vous confondez parfois noblesse et froideur. La vraie noblesse n'est pas froide, elle est tempérée. Elle sait quand parler et quand se taire. Elle sait quand s'avancer et quand se retirer. Elle ne cherche pas à briller, elle cherche à élever. La noblesse se reconnaît à la qualité de présence. Quand quelqu'un est vraiment là, sans masque, sans agenda, avec une attention sincère, vous sentez quelque chose se poser en vous. Ce n'est pas spectaculaire, c'est apaisant. La noblesse ne fait pas de bruit, elle crée du silence intérieur. On m'a souvent demandé comment garder sa dignité dans un monde qui aime tant l'humiliation, la moquerie, la déconstruction. Je répondais ceci: la noblesse, ce n'est pas de laisser les autres décider de la valeur de votre cœur. C'est de continuer à agir selon vos valeurs, même quand elles ne sont pas à la mode. Être noble, ce n'est pas être parfait, c'est être responsable de l'impact que l'on a sur les autres. C'est se demander, est-ce que ce que je dis, ce que je fais, laisse l'autre plus lourd ou plus léger, plus petit ou plus grand, et ajuster quand on s'en rend compte qu'on a blessé. La noblesse, c'est aussi de savoir reconnaître ses torts, s'excuser sans se diminuer. Dire là, je n'ai pas été à la hauteur de ce que je veux incarner, ce n'est pas perdre la face, c'est retrouver son âme. Vous pouvez cultiver la noblesse dans des gestes très simples, dans votre voix, parler avec respect, même en désaccord. Dans votre corps, vous tenir comme si votre présence comptait parce qu'elle compte. Puis dans vos choix, refusez ce qui trahit votre cœur, même si cela vous coûte quelque chose. La noblesse n'est pas réservée à quelqu'un, c'est une fréquence que chacun peut choisir d'habiter. Elle commence quand vous décidez
de ne plus vous traiter comme un être banal, mais comme un être porteur de sens. Et j'aimerais vous dire ceci très simplement. La noblesse n'est pas un costume que l'on enfile, c'est une mémoire que l'on réveille. Vous l'avez déjà connu dans d'autres temps, dans d'autres vies, dans d'autres contextes. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la facilité, la douceur plutôt que le mépris, la responsabilité plutôt que la fuite, vous vous souvenez un peu plus de qui vous êtes. Alors, si vous cultivez la noblesse, ne commencez pas par l'image, commencez par une question. Quelle version de moi-même est la plus fidèle à mon âme? Et laissez vos gestes, vos mots, vos silences s'aligner doucement avec cette réponse. La noblesse, au fond, c'est cela. Vivre comme si votre âme était visible. Et pour notre troisième retour aujourd'hui, nous ouvrons un espace un peu particulier, un espace que vous commencez à connaître, mais qui ne cesse jamais de nous surprendre, notre table ronde céleste. Cet espace n'est pas un lieu, mais une fréquence, un champ vibratoire où les âmes invitées se présentent non pas comme des personnages publics, mais comme des consciences élargies, capables de nous parler des enjeux mondiaux, des mouvements collectifs et des chemins personnels qui peuvent nous aider à mieux traverser ce que nous vivons. Je vous avais promis de revenir aujourd'hui avec les 4 dernières âmes que nous avons reçues dans les 2 émissions précédentes, Chris Pine, Chris Hemsworth, Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Et j'ai tenu parole. Puis, pour clore cette table ronde avec une vibration bien à nous, j'ai invité un 5e être, Félix Leclerc, qui vient d'ajouter une couleur, une sagesse, une poésie qui tranche, qui surprend, qui réveille. Alors, nous allons les accueillir un à un, chacun avec son entrée énergétique, sa vision du monde actuel, ses propositions pour mieux nous aider à mieux aller, puis, qui sait, avoir une bénédiction finale. C'est alors que l'espace s'ouvre devant moi comme une vaste clairière cosmique. Le sol est fait d'un sable lumineux presque argenté qui pulse doucement comme une respiration. Au centre, la table ronde céleste flotte légèrement au-dessus du sol, faite en bois ancien, vivant, parcouru de filaments dorés qui s'illuminent à mesure que les invités s'approchent. Et soudain, une vibration calme, stable, presque méditative se déploie. Une présence qui ne cherche pas à impressionner, mais à s'aligner. Chris Pine entre dans l'espace. Il ne marche pas, il glisse légèrement, comme porté par un souffle intérieur. Son aura est d'un bleu profond presque cobalt, traversé de lignes géométriques dorées qui rappellent des constellations. Il porte une cape légère, translucide, qui semble être faite de vent et de lumière. Son énergie est celle d'un gardien contemplatif, un être qui observe avant d'agir, qui ressent avant de parler et qui cherche la cohérence avant le spectacle. Il s'assoit à la table ronde, pose ses mains à plat et l'espace se stabilise autour de lui. Alors, sa vision des enjeux mondiaux, l'âme de Chris Pine parle d'une voix calme, posée et presque méditative. Le monde traverse une période où l'humanité a perdu le rythme naturel de son souffle. Vous respirez trop vite, trop haut, trop court. Vous vivez dans une tension permanente, comme si vous étiez sur le point de devoir vous défendre. Cette tension collective crée des fractures dans les relations, dans les corps, dans les systèmes, dans les nations. Vous êtes nombreux à croire que le problème vient de l'extérieur, des gouvernements, des crises, des conflits, des technologies, mais la vérité est plus simple et plus profonde. Vous avez oublié comment revenir à vous-même. Le monde n'est pas en train de s'effondrer, il est en train de vous obliger à ralentir, à choisir, à ressentir. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Il marque une pause. Son regard se fait plus intense, mais jamais dur. Il ajoute, l'enjeu principal aujourd'hui n'est pas politique, il est vibratoire. Vous êtes bombardé d'informations, d'images, de stimulations, de peurs. Votre système nerveux est saturé et un être saturé devient manipulable, réactif et déconnecté de sa propre sagesse. Le monde a besoin d'humains qui savent se recentrer, qui savent dire non, qui savent dire oui, qui savent écouter leur propre fréquence plutôt que le bruit extérieur.
Chris Pine propose 3 axes simples mais puissants, comme de ralentir le rythme intérieur. Vous ne pouvez pas changer le monde si vous êtes en apnée. Commencez par retrouver votre souffle. Respirez plus bas, plus lentement, plus consciemment. C'est un acte politique, spirituel et profondément humain. Créez des espaces sans stimulation. Chaque jour, offrez-vous un moment sans écran, sans bruit, sans distraction. Même 5 minutes suffisent. C'est dans le silence que votre âme vous parle et vous en avez besoin plus que jamais. Choisir la cohérence plutôt que la performance. Arrêtez de vouloir être parfait. Soyez cohérent. Choisissez ce qui vous ressemble. Agissez selon vos valeurs, même si c'est discret, même si personne ne le voit. C'est ainsi que vous redevenez souverain. Au niveau des solutions collectives, l'âme de Chris Pine voit 3 grands mouvements émerger, dont celui de la reconstruction du lien humain par des communautés plus petites, plus vraies, plus enracinées. Il parle également de la réhabilitation du calme, les espaces publics qui favorisent la présence plutôt que la distraction. La souveraineté émotionnelle, apprendre à ne plus réagir au chaos, mais à y répondre avec conscience. Le monde n'a pas besoin d'héros, il a besoin de personnes présentes, de personnes qui savent rester debout dans la tempête sans devenir la tempête. Et Chris Pine se lève légèrement, pose une main sur son cœur et dit « Je vous bénis avec la clarté intérieure, que votre esprit devienne un lac calme où vous pouvez enfin voir votre propre reflet. Que votre souffle vous ramène à vous-même et que votre présence devienne votre plus grande force. Vous êtes capable de traverser cette petite époque. Vous n'êtes pas seul. » L'espace de la table ronde céleste frémit avant même qu'il n'apparaisse. Une onde chaude, expansive, presque solaire, traverse la clairière cosmique. L'air devient plus dense, plus vibrant, comme si une force de vie brute s'approchait, mais sans violence, une puissance maîtrisée, contenue et offerte. Et soudain, il entre. Chris Hemsworth se présente comme une colonne de lumière dorée, large, stable, profondément enracinée. Son aura ressemble à un lever de soleil, un jaune incandescent au centre, entouré d'orangers, puis d'un rouge très doux, presque tribal. Il porte une sorte de manteau de lumière tissé de symboles anciens, des runes, des spirales, des lignes de force, comme si son âme portait la mémoire d'un peuple qui savait vivre en harmonie avec la nature, le corps et l'esprit. Il avance avec une simplicité désarmante. Pas de grands gestes, pas de démonstration, juste une présence qui remplit l'espace sans l'écraser. Il s'assoit à la table ronde, le bois vivant réagit immédiatement, des filaments dorés s'illuminent sous ses mains, comme si la matière reconnaissait sa fréquence. Il sourit, un sourire franc, ouvert, qui met tout le monde à l'aise, puis il commence à parler. Sa voix profonde, chaude et ancrée, porte une vérité simple, mais pas simpliste. Il dit, « Le monde traverse une crise de vitalité. Pas seulement une crise sociale, politique ou environnementale, une crise de force intérieure. Les humains sont fatigués, épuisés, vidés. Vous avez perdu le contact avec votre propre énergie vitale, celle qui vous permet de vous lever le matin avec un sens, un élan, une direction. Vous vivez dans un monde qui demande d'être performant, rapide, productif, mais qui ne vous enseigne jamais comment vous ressourcer, comment vous régénérer, comment vous reconnecter à votre propre puissance. » Il pose une main sur la table comme pour ancrer des mots. Il ajoute, « Beaucoup d'entre vous confondent la force avec la dureté. Vous croyez être fort, c'est ne pas flancher, ne pas pleurer, ne pas demander d'aide. Mais la vraie force, c'est la souplesse. C'est la capacité de plier sans casser. C'est la capacité de se relever après une chute, non pas en serrant les dents, mais en comprenant ce qui vous a fait tomber. » Chris Hemsworth
En son âme, il inspire profondément et son aura dorée pulse doucement. Il poursuit. Le monde actuel vous pousse à être à l'extérieur de vous-même. Vous êtes constamment sollicité, distrait, fragmenté. Vous vivez dans un état de tension permanente, comme si vous étiez toujours en mode survie. Et quand un être humain vit trop longtemps en survie, il perd sa créativité, sa joie, sa concentration, sa curiosité, sa capacité d'aimer. Il devient un soldat fatigué dans une guerre qui n'est même pas la sienne. Il marque une pause, puis ajoute: l'enjeu mondial le plus important aujourd'hui, c'est de réhabiliter la vitalité humaine, de redonner la permission d'être vivant, vibrant, incarné, de leur rappeler que le cœur n'est pas un obstacle, mais un allié, que leur énergie n'est pas un luxe, mais une nécessité. Au niveau des solutions personnelles, il propose le feu du corps, que votre corps est votre premier temple. Il vous parle constamment, mais vous ne l'écoutez pas. Vous le poussez, vous l'épuisez, vous le négligez. Revenez dans votre corps. Bougez, respirez, reposez-le. Trouvez une activité qui vous fait sentir vibrant, vivant, non pas performant. Dansez, marchez, nagez, tirez-vous. Le mouvement est un langage sacré. Il libère ce que votre mental retient. Il parle également le feu du cœur. Vous avez peur d'aimer, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur d'être vu. Mais le cœur est un muscle, il se renforce en s'ouvrant, pas en se contractant. Exprimez votre affection, dites merci, dites je t'aime, dites je suis là. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une puissance qui guérit. Il parle également du feu de l'âme. Vous avez oublié votre propre lumière, vous définissez par vos propres obligations, vos rôles, vos blessures. Reconnectez-vous à ce qui vous inspire, à ce qui vous élève, à ce qui vous donne envie de créer, de contribuer, de rêver. L'âme n'a pas besoin de grandes cérémonies, elle a besoin d'authenticité. Un moment de silence, un geste sincère, un choix aligné. Au niveau des solutions collectives, l'âme de Chris Hemsworth voit 3 grands mouvements émerger dans le futur proche, dont entre autres la guérison masculine. Les hommes apprennent enfin à se libérer du modèle du guerrier invulnérable. Ils découvrent la tendresse, la conscience, la responsabilité émotionnelle. C'est une révolution silencieuse, mais très puissante. Il parle également de la réconciliation avec la nature, que les humains doivent réapprendre à vivre avec la terre, pas contre elle. La nature n'est pas un décor, c'est un organisme vivant dont vous faites partie. La guérison collective passera par la reconnexion au vivant. Puis il parle également de communautés conscientes, que les gens vont se rassembler différemment, moins autour des idéologies, mais plus autour des valeurs, moins autour des peurs, mais plus autour de la présence. Puis des nouveaux villages intérieurs vont naître. Et Chris Hemsworth se lève, son aura dorée s'élargit, enveloppant toute la table ronde comme un soleil intérieur. Puis il dit: je vous bénis avec la force douce, que votre corps retrouve son élan, que votre cœur retrouve son courage, que votre âme retrouve son feu. Vous n'êtes pas ici pour survivre, vous êtes fait pour rayonner. Et je vous rappelle ceci, la puissance n'est pas dans les muscles, mais dans la lumière que vous osez laisser passer à travers vous. Il incline la tête et une vague dorée traverse l'espace comme une chaleur bienfaisante qui se dépose dans chaque être présent. La table ronde céleste se met à vibrer différemment avant même qu'elle n'apparaisse. Ce n'est pas une onde de puissance ni une onde de contemplation, c'est une onde de vérité. Une fréquence qui coupe à travers les illusions, les faux semblants, les masques. Une vibration qui dit: je suis là, entière, sans filtre, sans décor. Et soudain, elle entre.
Jamie Lee Curtis se présente dans une lumière bleu indigo profonde, presque cosmique, parsemée de particules argentées qui rappellent un ciel étoilé. Sa robe est moulante, élégante, mais surtout authentique. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à être vraie. Sous ses pieds, une sphère rose, douce, pulse, comme un cœur ouvert, et encore plus bas, son socle blanc lumineux, ancré à la terre, solide, pur et assumé. Elle avance avec une franchise désarmante, pas de détour, pas de mise en scène. Elle arrive comme quelqu'un qui a traversé beaucoup, qui a compris beaucoup et qui n'a plus envie de jouer un rôle. Quand elle s'installe à la table ronde, l'espace se clarifie comme si sa présence dissipait les brumes, les confusions et les illusions collectives. Elle inspire profondément puis commence à parler. Sa voix est directe, mais jamais dure. Elle porte une lucidité qui ne juge pas, mais qui éclaire. Elle dit, le monde traverse une crise de vérité. Pas seulement la vérité factuelle, mais la vérité intérieure. Les enfants ne savent plus ce qu'ils ressentent vraiment, ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils sont vraiment. Vous vivez dans un monde où le monde joue un rôle, où l'on performe la joie, la force, la réussite, la spiritualité même. Vous êtes entouré d'images, de projections, de façades, et à force de regarder ces façades, on a oublié comment regarder à l'intérieur. Le problème, selon l'âme de Jamie Lee Curtis, ce n'est pas que le monde est chaotique. Le problème, c'est que vous ne savez plus ce qui est vrai pour vous. Et quand un humain perd sa vérité intérieure, il devient vulnérable à toutes les manipulations, à toutes les peurs, à toutes les illusions. Elle pose une main sur son cœur et son aura indigo s'intensifie. L'enjeu mondial aujourd'hui, c'est de retrouver l'authenticité. Pas l'authenticité spectaculaire, celle qu'on affiche pour être applaudi, mais l'authenticité intime, celle qui dit voilà ce que je ressens, voilà ce que je traverse, voilà ce que je choisis. Le monde ne manque pas de solutions, il manque de gens vrais, des gens qui osent dire je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide, je veux changer, je veux aimer, je veux être moi. La vérité n'est pas confortable, elle est libératrice, et c'est de cette libération que le monde a besoin. L'âme de Jamie Lee Curtis propose d'arrêter de se mentir à soi-même. Vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de voir. Commencez par être honnête avec vous-même sur vos peurs, sur vos désirs, sur vos blessures, sur vos contradictions aussi. La vérité intérieure n'est pas un jugement, c'est une lumière et cette lumière vous guide. Elle parle également d'oser la vulnérabilité consciente. Elle dit que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. C'est dire je suis humaine, je suis imparfaite, je suis en chemin. Et quand vous vous montrez vulnérable, vous créez un espace où les autres peuvent respirer. Vous devenez un miroir de permission et le monde a besoin de permission pour être vrai. Elle souligne également la capacité de choisir la simplicité. Elle nous dit, vous compliquez tout, vos relations, vos décisions, vos émotions, vos vies. Revenez à la simplicité, à l'essentiel, à ce qui est vrai. La simplicité n'est pas un manque, c'est une clarté, c'est un retour à l'essentiel. Puis Jamie Lee Curtis voit trois grands mouvements émerger de la conscience collective, comme la fin des masques sociaux, que les gens ont assez joué de rôle, ils veulent du vrai, du brut, du sincère. Les systèmes basés sur l'image vont s'effondrer. Ceux basés sur la vérité vont émerger. Elle parle également de la guérison des identités blessées. Beaucoup d'humains vivent encore selon les identités construites sur la peur, la honte et la survie. Ces identités vont tomber et cela va être douloureux mais nécessaire. Le monde va apprendre à se tenir autrement par la conscience, pas par la blessure. Puis elle soulève également le retour de la responsabilité personnelle. Vous ne pouvez plus attendre que les gouvernements, les institutions ou les autres vous sauvent. La responsabilité revient à chacun, à chaque choix, à chaque geste, à chaque vérité dite ou tue.
Le monde change quand vous changez, pas avant. Jimmy se lève, son aura indigo se déploie comme un manteau cosmique autour de la table ronde. La sphère rose sous ses pieds pulse plus fort, comme un cœur qui s'ouvre, et le socle blanc s'illumine, ancrant sa présence dans une vérité profonde. Puis elle dit: Je vous bénis avec la vérité douce, que vous puissiez vous regarder sans jugement, que vous puissiez dire la vérité sans vous blesser, que vous puissiez vous libérer sans vous détruire. Je vous bénis avec le courage d'être vous-même, pas la version parfaite, pas la version attendue, mais la vraie version. Et souvenez-vous, la vérité n'est jamais contre vous, elle est toujours pour vous, toujours. Une vague indigo traverse l'espace, claire, nette, apaisante, comme un souffle qui dit: Tu peux être toi, c'est assez. La table ronde céleste change subtilement avant son arrivée. Ce n'est pas une onde de puissance, ni une onde de vérité brute, ni une onde solaire, c'est une onde de transmission, une vibration qui ressemble à un papillon qui sort de son cocon, à une femme qui se relève, à une âme qui se réconcilie avec elle-même. Une lumière douce orangée, presque crépusculaire, se déploie autour de la clairière cosmique. Elle n'a pas Elle n'est pas uniforme, elle pulse, elle respire. Elle hésite parfois, puis elle s'affirme. C'est une lumière vivante en transformation. Et soudain, elle apparaît. Lindsay Lohan entre dans l'espace comme quelqu'un qui a appris à marcher dans sa propre lumière après avoir longtemps marché dans l'ombre. Son aura est d'un orange rosé mêlé de filaments dorés qui s'allument par vagues comme si la lumière intérieure se réveillait par paliers. Elle porte une robe fluide, presque liquide, qui semble faite de lumière en mouvement. Un tissu qui change de couleur selon son émotion, passant du rose tendre au cuivre, puis un or très doux. Sous ses pieds, une base blanc nacrée se forme comme une terre nouvelle, fraîche, fertile. Et autour d'elle, de petites étincelles vertes apparaissent comme symbole de guérison, de renaissance et de croissance. Elle avance avec une humilité touchante, pas de grands gestes, pas de posture, juste une femme qui arrive avec son histoire, ses cicatrices, sa lumière retrouvée. Quand elle s'assoit à la table ronde, l'espace devient plus intime, plus humain, plus vulnérable, comme si sa présence rappelait que la guérison n'est pas un concept, mais un chemin. Elle inspire doucement puis commence à parler. Sa voix est douce mais ferme. Elle porte une sagesse née de l'expérience, pas de la théorie. Lindsay Lohan nous dit: Le monde traverse une crise de guérison émotionnelle. Les humains portent des blessures qui n'ont jamais eu le temps, l'espace ou la permission de guérir. Vous avancez tous avec des cœurs fatigués, fragilisés, des âmes surchargées, des émotions refoulées. Et quand un humain ne guérit pas, il compense, il fuit, il s'anesthésie. Il se perd dans des excès, des distractions, des dépendances, pas seulement chimiques, mais émotionnelles, relationnelles et même numériques. Le monde actuel vous pousse à vous dissocier de vous-même, à vous éloigner de votre propre ressenti, à vous couper de votre vulnérabilité. Et quand une société entière se coupe de sa vulnérabilité, elle devient dure, réactive, violente, instable. Elle perd sa capacité à se comprendre, à se pardonner, à se transformer. L'âme de Lindsay pose une main sur son cœur et son aura rosée s'intensifie. L'enjeu mondial aujourd'hui, c'est de réapprendre à guérir, pas à cacher, pas à compenser, pas à performer. La guérison, à guérir vraiment. Guérir, ce n'est pas de devenir parfait, c'est de devenir vrai. C'est accepter son histoire sans s'y enfermer. C'est transformer ses blessures en compréhension, en compassion, en force douce. Le monde n'a pas besoin de gens impeccables, il a besoin de gens guéris ou en train de guérir, parce que ce sont eux qui créent la paix. Ce sont eux qui brisent les cycles, ce sont eux qui ouvrent la voie. L'âme de Lindsay Lohan propose un chemin profondément humain comme solution, dont celle d'apprendre à se pardonner.
Elle dit, vous êtes dur avec vous-même, trop dur. Vous vous jugez pour vos erreurs, vos chutes, vos excès, vos failles, mais la guérison commence par le pardon. Pas le pardon des autres, mais le vôtre. Dites-vous, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais et maintenant je vais choisir mieux. Le pardon n'efface pas le passé, mais il libère l'avenir. Elle parle également de revenir dans son corps. Le corps garde tout. Les émotions non exprimées, les peurs, les traumatismes, les tensions. Vous ne pouvez pas guérir si vous n'habitez pas votre corps. Respirez, bougez, touchez la terre, dansez. Laissez votre corps vous dire ce qu'il a retenu et laissez-le vous montrer comment le libérer. Elle parle également de choisir les relations qui guérissent. Beaucoup d'entre vous restent dans les relations qui les blessent parce qu'ils croient qu'ils ne méritent pas mieux. Vous méritez mieux. Vous méritez des relations qui vous voient, qui vous respectent, qui vous élèvent. La guérison n'est pas un chemin solitaire, elle se fait dans le lien, dans la présence, dans la douceur partagée. Lindsay Lohan voit trois grands mouvements émerger de la conscience collective. Comme solution, elle souligne la normalisation de la vulnérabilité, que les gens vont commencer à parler plus ouvertement de leurs émotions, de leurs blessures, de leurs besoins. La honte va perdre du pouvoir, la vulnérabilité va devenir un langage commun. Elle parle également de la guérison des dépendances collectives. Pas seulement les dépendances visibles, mais les dépendances invisibles comme le contrôle, la performance, la validation, la distraction, l'évitement. Que ces dépendances vont être exposées, comprises et transformées. Elle souligne également la renaissance du féminin intérieur. Pas le féminin de genre, le féminin énergétique, la douceur, la réceptivité, l'intuition, la compassion, la créativité. Le monde va réapprendre à valoriser ses qualités et cela va tout changer. Lindsay Lohan se lève, son aura rosée se déploie comme une aurore douce autour de la table ronde. Les filaments dorés s'illuminent comme si sa lumière intérieure trouvait enfin sa pleine expression. Elle dit, je vous bénis avec la guérison tendre, que vous puissiez vous pardonner, que vous puissiez vous accueillir, que vous puissiez vous reconstruire. Je vous bénis avec la renaissance, que votre passé ne soit pas une prison, mais un tremplin, que vos blessures deviennent des portes, que votre cœur retrouve sa douceur. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas trop brisé pour guérir, jamais. Une vague rose traverse l'espace, chaude, enveloppante, réparatrice, comme un baume sur une cicatrice ancienne. Avant même qu'il n'apparaisse, l'espace change. Ce n'est plus la vibration cosmique solaire indigo rosé des invités précédents. C'est quelque chose de plus brut, plus ancien, plus terrien. Une vibration qui sent la forêt, la neige, le bois qui craque, les rivières qui parlent, le vent qui raconte. Une onde de simplicité sacrée traverse la clairière cosmique. Une onde qui dit, pas besoin de grand décor pour dire vrai, pas besoin de grand costume pour être grand. Et soudain, il entre. Félix Leclerc apparaît comme un homme qui marche depuis longtemps, mais qui n'a jamais perdu son souffle. Il porte un manteau de laine gris pâle, simple, ouvert, qui laisse voir une chemise blanche un peu froissée. Son aura est d'un vert forêt, profond, vivant, traversé de filaments bruns et dorés, les couleurs de la terre, du bois, des racines et du pain chaud, de feu de camp même également. Il avance avec une lenteur assumée, mais un cœur rose brillant. Une lenteur qui n'est pas de la fatigue, mais qui est une présence. Une lenteur qui dit, je ne cours plus après rien, je marche avec ce qui est. Sous ses pieds, la terre cosmique se transforme en un sol de mousse, de feuilles, de petites fleurs blanches. Autour de lui, des oiseaux apparaissent, pas des oiseaux symboliques,
mais des oiseaux vibrants qui se posent sur ses épaules, sur ses bras, comme s'ils le connaissaient depuis toujours. Quand il s'assoit à la table ronde, le bois vivant réagit différemment et il ne s'illumine pas, il respire, comme si la table reconnaissait un frère, un homme du même monde. Il sourit, un sourire doux, un peu mélancolique mais lumineux, puis il commence à parler. Sa voix est grave, chaude, avec ce grain unique des conteurs qui ont vécu avant de parler. L'âme de Félix Leclerc nous dit: le monde traverse une crise de déconnexion. Vous avez perdu le fil de la nature, le fil du temps, le fil de la simplicité, le fil de la poésie. Vous vivez dans un monde qui va trop vite pour vos cœurs, trop fort pour vos nerfs, trop haut pour vos racines. Vous courez après les choses qui ne nourrissent pas. Vous vous battez pour des illusions. Vous vous perdez dans des écrans qui vous montrent tout, sauf vous-même. Le monde n'est pas malade, il est épuisé. Épuisé de vous voir vous-même vous éloigner de lui. Épuisé de vous voir oublier que vous êtes fait de la même matière que les arbres, que les rivières, les oiseaux et la neige. Il pose une main sur la table et une petite pousse verte sort du bois comme un clin d'œil. L'enjeu mondial aujourd'hui, c'est de revenir au vivant, pas au confort, pas à la performance, au vivant. Vous avez oublié comment écouter le vent, comment marcher sans but, comment parler doucement, comment laisser la nature vous guérir. Vous avez oublié que la terre n'est pas un décor, que c'est votre mère, votre maison, votre souffle. Puis il ferme les yeux un instant et il ajoute: le monde ne manque pas de technologie, il manque de présence. Il manque de silence, il manque de poésie. Et sans poésie, un peuple s'assèche, il devient dur, cynique, méfiant. Il perd sa capacité à rêver, et un peuple qui ne rêve plus ne peut plus se relever. L'âme de Félix Leclerc propose 3 chemins simples mais essentiels comme solution personnelle. Il propose de revenir dehors, sortez, allez marcher, allez respirer, allez écouter. La nature est votre premier médecin, votre premier professeur, votre premier refuge. Vous cherchez des réponses dans vos livres, dans les écrans, dans les discours, mais les réponses sont dans les arbres, dans les saisons, dans la lumière, dans la pluie, dans la terre. Il parle de simplifier sa vie. Il dit: vous avez trop de choses, trop de bruit, trop d'obligations, trop de distractions. Simplifiez. Coupez ce qui n'a pas d'âme, gardez ce qui nourrit. La simplicité n'est pas un manque, c'est une liberté, c'est un retour à l'essentiel. Elle invite également à retrouver la poésie, car la poésie n'est pas un luxe, c'est une nourriture. C'est une façon de voir le monde, c'est une façon de respirer. Écrivez, chantez, lisez à voix haute, racontez des histoires. La poésie vous ramène à votre humanité et au plaisir de partager. Elle vous rappelle que vous êtes plus que vos tâches, vos factures, vos inquiétudes et vos obligations. Vous êtes des êtres capables de beauté. Félix Leclerc voit 3 grands mouvements émerger au niveau des solutions collectives comme le retour aux communautés locales. Les grands systèmes vont s'effriter, les petites communautés vont renaître, les villages intérieurs, les cercles, les groupes qui se connaissent, qui s'entraident, qui se parlent. C'est là que la guérison collective va commencer. Il parle également de la réconciliation avec la terre, que vous allez devoir réapprendre à vivre avec la nature, pas contre elle, à la respecter, à la protéger, à l'écouter. La terre n'est pas en colère, elle est triste et elle attend que vous reveniez. Il parle également de la renaissance culturelle, c'est-à-dire la renaissance de la culture vivante. Pas la culture industrielle, la culture vivante. Des chansons autour d'un feu, les contes, les danses, les fêtes simples, les traditions qui rassemblent, les arts qui guérissent. Cela va redonner une âme au monde. Félix Leclerc se lève, son aura verte
au cœur rose se déploie comme une forêt qui pousse en accéléré. Des oiseaux s'envolent autour de lui, le sol devient une prairie, l'air devient plus pur. Il dit, je vous bénis avec la simplicité, que vos vies redeviennent respirables, que vos cœurs redeviennent légers, que vos pas redeviennent libres. Je vous bénis avec la poésie, qu'elle vous traverse, qu'elle vous adoucisse, qu'elle vous rappelle que vous êtes des êtres vivants. Et je vous bénis avec la terre qu'elle vous apporte, qu'elle vous guérisse, qu'elle vous ramène à vous-même. Souvenez-vous, vous n'êtes pas perdu, vous êtes simplement loin de la forêt. Revenez, elle vous attend. Une vague verte traverse l'espace, douce, enveloppante, profondément vivante. Alors voilà, les 5 présences, Chris Pine, Chris Hemsworth, Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan et Félix Leclerc se lèvent ensemble. Leur orange se mêle, le bleu cobalt, le doré solaire, l'indigo étoilé, le rose guérisseur et le vert forêt. Une spirale de lumière se forme au-dessus de la table ronde, une spirale qui dit vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes capable, vous êtes en chemin. Puis doucement, les présences se dissipent, la clairière cosmique redevient silence, et moi, Julie Leblanc, je suis restée témoin, là, passeuse, gardienne de ce qui a été transmis. Et voilà pour nos retours. Clôturons et ouvrons maintenant sur le volet de nos invités de la semaine. Maintenant, chers auditeurs, je vous offre un moment de pure magie musicale. Voici The Thrill Is Gone, interprété par le légendaire B.B. King, accompagné de la voix profonde et intemporelle de Tracy Chapman, deux âmes qui ne trichent pas, deux artistes qui savent transformer la douleur en beauté, la vérité en musique. Dans cette version, le blues devient une conversation intime, un dialogue entre la sagesse et la vulnérabilité, entre la guitare qui pleure et la voix qui raconte. Installez-vous, laissez-vous traverser. C'est un instant où la musique qui guérit tout. Et vous trouverez les liens YouTube sur le descriptif de l'émission ainsi que le chrono. Il s'appelait Riley Ben King. Le monde, lui, l'a connu sous le nom de B.B. King, le roi du blues. Il naît le 16 septembre en 1925 dans une plantation de coton entre Itabena et Indianola, au Mississippi, aux États-Unis. Ses parents, Albert Lee King et Nora Ella King, sont métayers puis dans une dureté économique et raciale du Sud profond. À 4 ans, sa mère quitte son père. Riley est alors confiée à sa grand-mère maternelle, Elnora Farr, à Kilmichael. C'est là qu'elle grandit dans un contexte de pauvreté, de travail au champ, mais aussi de foi et de musique. Son enfance est marquée par le gospel. Il chante dans le chœur de l'église baptiste Elkhorn. La musique est d'abord une prière, un refuge, un souffle. Vers 12 ans, il obtient sa première guitare achetée avec ses maigres moyens ou offerte par son cousin, le bluesman Booker White, selon les versions. Il n'a pas une grande scolarité formelle, mais il a une intelligence musicale rare. Il apprend à l'oreille, puis fait exceptionnel pour un bluesman de sa génération. Il étudie aussi les gammes, les accords, les solfèges, l'harmonie, jazz. Ses premières influences sont le gospel, puis Blind Lemon Jefferson, T-Bone Walker, Charlie Christian, Dwanjo Reinhardt et bien sûr Booker White. Il absorbe tout, il transforme tout, il commence à créer son propre langage.
En 1943, Riley quitte Kill Michael pour travailler comme conducteur de tracteur et jouer dans un quatuor gospel, le Famous St. John Quartet, dans des églises et des radios locales. En 1946, il suit Booka White à Memphis, mais se sent encore trop vert et retourne au Mississippi pour s'y entraîner. Il revient à Memphis en 1948, joue dans l'émission de Sonny Bob Williamson sur KWEM Radio, puis devient animateur radio. C'est là qu'il gagne son nom, Beale Street Blues Boy, raccourci en Blues Boy, puis en BB. À Memphis, il enregistre ses premiers titres pour RPM Records, produits par Sam Phillips. Il fonde son orchestre de B.B. King Revue et commence à tourner partout aux États-Unis. En 1952, son titre Three O'Clock Blues atteint la première place au classement Airbnb. Les succès s'enchaînent. You Know I Love You, Please Love Me, Every Day I Have the Blues, Sweet Little Angel, Sweet 16. Ses revenus explosent. Il passe d'environ 85 par semaine à 2500, puis à une véritable fortune estimée plus tard à plusieurs millions de dollars. Mais derrière la réussite, il reste un homme de route. En 1956, il donne 342 concerts en une seule année. Parallèlement, sa vie privée est complexe. Il se marie 2 fois, d'abord avec Martha Lee Deaton de 1946 à 1952, puis avec Sue Carol Hall de 1958 à 1966. Il n'aura pas une vie conjugale stable, mais il aura une grande famille. 15 enfants reconnus, dont plusieurs filles devenues chanteuses ou impliquées dans sa succession, comme Shirley King, Claudette King, Patty King et d'autres. Ruby, Rita, Michelle, Retla, Barbara, Gloria, Robert, Willie, Leonard, Riley B. Jr. King, etc. Après sa mort, certains de ses enfants se déchireront autour de l'héritage, ce qui montre aussi la complexité humaine derrière la légende. Sur le plan artistique, B.B. King construit un style unique, un vibrato inimitable, des notes longues, une guitare qui semble parler, répondre à sa voix. Sa guitare, justement, porte le nom de Lucille. En 1949, lors d'une bagarre dans un bar de twist en Arkansas, un poêle renversé met le feu au bâtiment. B.B. King s'enfuit puis réalise qu'il a laissé sa guitare à l'intérieur. Il retourne dans les flammes pour la récupérer. Il apprendra ensuite que la bagarre concernait une femme nommée Lucille. Il baptise sa guitare ainsi pour rappeler de ne plus jamais risquer sa vie par impulsion. Plus tard, Gibson créa le modèle Lucille en série et Epiphone, une version plus abordable. Sa carrière s'étend sur plus de 60 ans avec 44 albums studio, de Singing the Blues 1956 à One Kind Favor en 2008, en passant par Lucille, Live at the Regal, Indianola, Mississippi Seed, Blues on the Bayou, Reading with the King avec Eric Clapton, A Christmas Celebration of Hope, etc. Il collabore avec U2, Buddy Guys, Joe Bonamassa, Big Kurt et bien d'autres. Il apparaît dans les films et séries de Blues Brothers 2000, le Prince of Bel-Air, marié, 2 enfants, et dans de nombreux documentaires, même plus récents, comme le personnage dans le film d'Elvis en 2022. Sa réalisation et distinctions sont impressionnantes. Il y a eu son introduction au Blues Hall of Fame en 1980, au Rock and Roll Hall of Fame en 87, National Medal of Art en 90, National Heritage Fellowship en 91, Kennedy Center Honor en 95, Polar Music Prize en 2004, Médaille présidentielle de la liberté en 2006, un doctorat honorifique en musique à l'Université de Brown en 2007,
clé de plusieurs villes, dont Utica, classé parmi les meilleurs guitaristes de tous les temps par le Rolling Stone, The Time et The Gibson. Il reçoit de nombreux Grammys Awards, dont plusieurs pour le meilleur album de blues traditionnel, ainsi qu'un Grammys pour l'ensemble de sa carrière et un Grammys Hall of Fame pour The Thrill Is Gone. Sur le plan des œuvres caritatives et de l'héritage, l'élément central est le B.B. King Museum and the Delta Imperative Center à Indianola, inauguré en 2008. Ce musée est soutenu par un fonds de dotation pour préserver son histoire, celle du blues et du delta du Mississippi, en soutien avec l'éducation, la culture et la transmission de cette musique. Il a aussi participé à des projets de sensibilisation comme des vidéos éducatives sur le recyclage et a soutenu des causes liées à l'éducation musicale et à la communauté afro-américaine. Ces dernières années sont marquées par la fatigue, le diabète, des problèmes de genoux, puis un déclin cognitif, Alzheimer, démence vasculaire. En 2006, à 80 ans, il entame une tournée d'adieu en Europe, mais continue finalement de jouer jusqu'en 2012, passant par Montreux, Paris, Chicago, Rabat, Cognac, où il devient le citoyen d'honneur et on y donne son nom à une rue. B.B. King meurt le 14 mai 2015 à Las Vegas à 89 ans. Une autopsie confirme une mort de cause naturelle. Les hommages affluent. Eric Clapton, Ringo Starr, Snoop Dogg et bien d'autres. Le lendemain de la mort, U2 joue When Love Comes to Town pour la première fois en 23 ans en son honneur. Les funérailles ont eu lieu à Indianola, là où tout a commencé. Au final, qui il était? Ben, un enfant du Mississippi né dans la pauvreté, élevé par sa grand-mère, porté par le gospel, un autodidacte devenu maître, un homme qui a transformé ses blessures en musique, sa douleur en beauté, un père de 15 enfants, un mari 2 fois, un homme imparfait mais profondément humain, un artiste dont la fortune matérielle se compte en millions, mais dont la véritable richesse est ailleurs, dans chaque note de Lucille, dans chaque vibrato, dans chaque cœur qui l'a touché. B.B. King restera toujours l'un des 3 kings du blues avec Albert King et Freddie King, et pour beaucoup, le seul et unique roi. Et pour cette deuxième trame sonore, on retourne aux racines du blues avec Sweet Little Angel de B.B. King, capté en performance live. Oui, c'est un vieux vidéo et la qualité sonore n'est pas parfaite, mais c'est justement ce qui fait sa beauté. On y entend la vérité brute, l'âme sans filtre, la guitare qui parle plus fort que n'importe quel studio. C'est authentique, vivant, c'est B.B. King dans toute sa splendeur, un maître qui n'a jamais eu besoin de perfection technique pour toucher le cœur. Laissez-vous porter par cette vibration pure telle qu'elle a été vécue sur scène à cette époque. Dans ces énergies, ce que l'on voit, ben, l'artisan, le perfectionniste du geste, l'homme qui travaille son art comme un métier sacré. On voit également une énergie très sensuelle, de musicalité. Il y a un rythme naturel. Il y a une mobilité, une communication, puis un humour subtil. Puis, il y a une ascension lente. Il prend le temps de construire. C'est constant, c'est discipliné. C'est l'homme qui devient maître par la persévérance. Puis, il y a également une énergie dominante, celle de la terre. On voit que le blues incarné, solide, enraciné et vrai, vient de l'énergie de la terre. Puis il y a un chemin de vie du guérisseur, oui, celui qui porte les autres, qui apaise, qui transmet, l'artiste qui transforme la douleur en beauté, exactement ce qu'il a fait avec le blues. C'est une énergie de mystique, d'introspectif, de solitaire sacré. C'est l'homme qui observe le monde avant de jouer une seule note. Et au niveau de ses couleurs d'âme, il est bleu profond avec de l'or. Le bleu pour la guérison, la vérité, la vibration émotionnelle. Puis l'or pour la maîtrise, la noblesse intérieure, le rayonnement spirituel. C'est littéralement
une couleur du blues. Puis au niveau de sa famille d'âme, ben, c'est les artisans de lumière, c'est dans les sous-groupes des guérisseurs par la voix et le son, ceux qui incarnent une fréquence qui répare, ceux qui transmutent la souffrance collective en vibrations libératrices. B.B. King n'était pas seulement un musicien, c'était un canal. Puis j'ai regardé aussi au niveau de ses incarnations antérieures, j'ai vu un gyro africain, bon, mais en même temps un guérisseur. Fait que j'ai, bon, au 12e siècle, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, OK. Puis ensuite, au 15e siècle, il y a une autre incarnation qui touchait soit le Mali, le Sénégal, puis la Guinée. Puis dans cette vie-là, ben, il était un griot, un gardien de la mémoire quelque part, qui n'était pas juste un simple musicien, c'était un historien vivant, un conteur sacré, un gardien des lignées, un transmetteur de la mémoire collective, un musicien inné, puis un passeur d'âme. Il chantait des histoires des rois, des familles, des ancêtres. Il utilisait la musique comme un pont entre le vivant et les morts, entre le passé et le présent. Puis cette incarnation explique son lien viscéral avec le blues qui descend directement dans les traditions ouest africaines, sa capacité à rencontrer une histoire en une seule note, puis son rôle de père du blues moderne, puis son autorité naturelle, son humilité sacrée, puis son sens du rythme inné. B.B. King n'a pas appris la musique, il l'a retrouvée. J'ai vu aussi un moine copiste et un chantre médiéval, deux incarnations qui se touchent entre le 9e et le 11e siècle. Ça touche l'Europe, mais aussi en même temps la France, l'Italie, l'Espagne. C'est entre le 9e siècle puis le 11e siècle, il avait été un moine chantre puis un copiste dans un monastère. Il travaillait dans le silence, la discipline, la répétition sacrée. Il chantait des psaumes, des mélodies longues, vibrantes, méditatives. Il copiait des manuscrits avec une patience infinie. Puis cette incarnation explique son vibrato unique qui ressemble à une prière, sa capacité à répéter un motif musical sans jamais l'épuiser, son humilité, son rapport sacré au travail, son perfectionnisme, son lien avec la musique comme rituel. Il était déjà un bon serviteur du son, puis un artisan sacré. Bon, j'ai vu deux incarnations qui se touchent aussi, dont une comme l'artisan du bois qui était au 16e siècle, puis un artisan du métal qui était au niveau du 18e siècle. Bon, il a été un artisan qui était spécialisé dans le bois, le métal, puis la fabrication d'objets musicaux. Il travaillait avec ses mains, avec précision, patience et amour du détail. Il connaissait la matière, la vibration, la résonance. Puis cette incarnation explique son lien intime avec sa guitare Lucille, sa capacité à sentir l'instrument comme une extension de lui-même, son toucher précis, son rapport presque naturel presque sensuel même à la matière sonore, puis son besoin de maîtrise technique. Il était un faiseur d'objets sacrés, un artisan du geste juste. Puis j'ai vu aussi deux autres incarnations qui se croisaient, une en Europe rurale dans le 3e siècle et une en Afrique du Nord dans le 6e siècle. Ben, c'est ça. B.B. King était un guérisseur rural, un homme simple mais profondément sage. Il utilisait les plantes, les chants, les prières, les mains, les présences, la vibration. Il n'était pas un médecin, mais un sage du village, un homme que l'on consultait pour apaiser la douleur, calmer l'esprit, accompagner les mourants, puis soutenir les familles. Puis ça explique dans le fond son incarnation comme guérisseur maintenant, comme sage, comme capacité à apaiser les foules, comme son aura douce et rassurante, comme son rôle de figure paternelle dans le blues et sa façon dont sa musique soigne. Il était un guérisseur par la vibration, déjà. Alors, pour cette troisième trame sonore, on vous amène dans un pur moment de blues vivant, brut, spontané. Un jam improvisé entre B.B. King et John Mayer. Deux générations, deux styles, deux sensibilités, mais une seule langue. Celle de la guitare qui parle, qui répond, qui rit, qui pleure.
Ce n'est pas une performance préparée, mais c'est une rencontre, un échange d'âme à âme, de corde à corde, où le maître et l'élève se reconnaissent, se respectent, se célèbrent. Laissez-vous porter par cette conversation musicale qui coule toute seule comme si le blues lui-même prenait la parole. Et l'énergie de B.B. King arrive comme un bleu profond nuit traversé de filaments dorés. Il ne parle pas tout de suite. Chez lui, la parole passe d'abord par le son. Je le sens accorder sa guitare, mais ce n'est pas un instrument physique, c'est son champ énergétique qui l'accorde. Il place Lucille devant moi à la hauteur de mon plexus et ça refoule à ma gorge pour la libérer. Il joue une note longue, tenue, vibrante, et cette note est descendue dans mon ventre, remontée dans ma poitrine et ça s'est diffusé dans ma gorge. Je l'ai laissé vibrer pendant 5 minutes, ça passait partout dans mon réseau vibratoire, ça a même débouché ma clairaudience particulièrement. Puis ça a été comme un soin qui agit sur un recodage de mon système nerveux, sur une libération des tensions accumulées à force de porter les autres, une reconnaissance de ma fatigue ancienne qui a pu être transmutée, puis une permission de ne plus être celle qui tient tout pour tout le monde. Il me montre par la vibration que je peux continuer à être un canal sans me sacrifier, sans m'épuiser, sans me dissoudre. Et il dit avec une douceur ferme, tu n'es pas obligé de jouer pour survivre, tu peux jouer pour te réjouir et tu peux jouer pour toi. Le soin vient aussi toucher à mon chakra de la gorge, ça a libéré les non-dits, les vérités retenues, les chansons que je n'ai pas encore osé chanter et ça m'a aidé à oser ma voix sans m'excuser d'exister. Puis il nous offre, si vous le voulez évidemment en votre âme, un médaillon bleu or gravé d'un symbole. C'est une onde. C'est ce médiator n'est pas un objet physique, mais un outil vibratoire. Il représente la justesse, la maîtrise, la capacité de transformer une émotion en création, le droit de choisir son propre rythme. Puis avec ce médiateur, chaque fois qu'on se sent désaccordé, dispersé ou même trop sollicité, on peut le prendre en conscience et dire intérieurement, je réaccorde ma note. Et c'est un saut d'autorisation, l'autorisation de ne plus se trahir, l'autorisation de ne plus se forcer à jouer une musique qui n'est pas la nôtre. Et mon âme s'est levée à mon tour. Elle ne venait pas comme une fan ni comme un enfant devant un maître, elle venait comme une égale, une sœur d'âme. Pour moi, j'ai vu qu'il avait besoin d'un soin de repos. Alors, j'ai posé ma main énergétique sur son cœur et lui en renvoyé comme un miroir toutes les fois où il a apaisé les foules, tenu des salles entières, porté la tristesse des autres dans ses chansons, transformé la douleur collective en beauté. Puis mon soin lui a dit, tu peux te reposer maintenant, tu n'as plus à porter le blues du monde, tu peux simplement être. Puis ça a enveloppé son cœur d'une lumière rose dorée, très douce, très maternelle, puis je lui ai offert un espace où il n'avait plus besoin de performer. Il n'avait plus besoin d'être le roi. Il n'avait plus besoin de donner. C'est un, c'est une offrande du droit d'être accueilli à son tour. Comme symbole, ça a été un fauteuil en bois sombre avec du velours bleu posé dans un espace hors du temps. Et ce fauteuil symbolise le repos mérité, la dignité, la reconnaissance, la possibilité de continuer à veiller, mais sans s'épuiser. Puis je lui ai dit, tu peux t'asseoir, tu peux regarder ce que tu as semé, tu peux savourer, tu n'as plus rien à prouver. Ce fauteuil devient un trône de repos, pas de pouvoir, un lieu où il peut continuer à jouer s'il le souhaite, mais pour le plaisir, pas pour survivre. Puis, il n'est pas réincarné, ça, c'est clair. Il profite, il prend son temps, il est en osmose, il est qui il est. On voit pas de grandes blessures apparentes, quoiqu'il montre encore sa trace vibratoire, son diabète, il est encore là. Il a pas tout transmuté.
Mais c'est alors que B.B. King s'installe à la table ronde avec une présence calme, enracinée, presque silencieuse au début. Il observe, il écoute, il laisse l'énergie se déposer avant de parler. Quand il ouvre enfin la bouche avec cette voix chaude, grave, qui semble porter des siècles de sagesse, il dit: Le monde traverse un blues collectif. Et le blues, vous savez, ce n'est pas seulement une musique, c'est une manière de survivre à la douleur sans perdre son âme. Il marque une pause, regarde autour de lui comme s'il voyait non seulement la pièce, mais l'époque entière. Il dit: Aujourd'hui, les gens sont fatigués, fatigués de courir, fatigués de comparer, fatigués de porter des masques, fatigués de faire semblant que tout va bien. Le monde souffre de manque de vérité et la vérité, c'est la première note du blues. Il porte sa main sur la table lentement comme pour ancrer ses mots. Au niveau des enjeux mondiaux, il voit la fragmentation humaine. Les gens sont séparés par les opinions, les écrans, par les peurs. On a oublié comment s'écouter. On a oublié comment se regarder dans les yeux. On a oublié comment être ensemble. Son âme soulève également la perte de sens. Beaucoup vivent sans savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Ils travaillent, ils consomment, ils courent, mais ils ne savent plus ce qu'ils aiment. Ils ne savent plus ce qui les fait vibrer. Ils ne savent plus quelle est leur note. Il parle de la douleur non exprimée. Le monde est plein de gens qui n'ont jamais eu la permission de pleurer. Alors, ils cassent, ils explosent, ils blessent. Parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ce qui s'imprime finit par sortir d'une façon ou d'une autre. Il parle également de la déconnexion spirituelle. On a oublié que la vie est sacrée, que chaque humain porte une lumière, que chaque âme a une musique, on a oublié de se relier à quelque chose de plus grand que nous. Puis au niveau des solutions personnelles, selon B.B. King, ben, premièrement, c'est de trouver sa note. La première chose, c'est de trouver votre note. Pas celle qu'on attend de vous, pas celle que vous jouez pour être aimé, la vôtre, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous rend vivant. Il suggère également de dire la vérité. Le blues, c'est la vérité mise en musique. Commencez par être vrai avec vous-même, même si ça fait mal, même si ça tremble, même si ça dérange. Il parle également d'apprendre à écouter. Écouter les autres, pas pour répondre, pas pour se battre, pour comprendre, pour sentir, pour rencontrer l'autre dans son humanité. Honorer ses émotions. La tristesse n'est pas un ennemi, la colère n'est pas un ennemi, la peur n'est pas un ennemi, ce sont des instruments. Apprenez à jouer avec, pas à les étouffer. Au niveau des solutions collectives, selon B.B. King, ben, de ramener l'art au centre. Une société qui ne chante plus, qui ne danse plus, qui ne raconte plus d'histoires, c'est une société qui meurt. L'art doit redevenir un pilier, pas un luxe, pas un divertissement, mais un pilier. Il parle également de créer des espaces de vérité, des lieux où les gens peuvent parler sans être jugés, des lieux où l'on peut dire je souffre, des lieux où on peut dire j'ai peur, des lieux où on peut dire j'ai besoin d'aide. Ça, c'est révolutionnaire. Il parle de réapprendre la communauté. Le blues naît dans les communautés, dans les porches, dans les champs, dans les rues. On doit recréer ça, des cercles, des groupes, des familles choisies. Personne ne guérit seul. Il parle également de guérir le rapport au temps. Le monde va trop vite, la guérison, elle, va lentement. Il faut réapprendre la lenteur, la patience, le silence, le repos. Il termine en disant que le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de musique. Pas la musique qu'on consomme, la musique qu'on ressent, la musique qui guérit, la musique qui dit la vérité. Si chacun trouvait sa note et la jouait avec sincérité, le monde serait déjà un endroit meilleur. B.B. King se lève doucement de son siège à la table ronde. Il prend sa guitare, mais cette fois, il ne joue pas. Il la tient comme contre lui, comme on tient un enfant ou un secret précieux. Son aura bleuâtre s'élargit, l'enveloppe la pièce et s'étend vers tous ceux qui écoutent. Il dit: À vous qui m'écoutez,
Je veux vous laisser quelque chose de simple, mais quelque chose de vrai, quelque chose qui vient du cœur. Ce n'est pas toujours, la vie n'est pas toujours douce. Elle vous brise parfois, elle vous fatigue, elle vous met à genoux. Mais souvenez-vous ceci, tant que vous avez une note en vous, vous n'êtes pas perdu. Trouvez cette note, gardez-la vivante, même si elle est fragile, même si elle tremble, même si elle n'est pas entendue par personne. Votre note, c'est votre vérité. Votre note, c'est votre âme. Votre note, c'est votre chemin. Et si un jour vous ne savez plus où aller, écoutez votre cœur. Il connaît la route. Il a toujours connu la route. Que votre vie soit une musique qui guérit, une musique qui rassemble, une musique qui vous ramène à vous-même. Et que chaque douleur devienne une chanson qui vous rend plus libre. Il s'incline Incline légèrement la tête, comme un salut sacré, une bénédiction silencieuse mais imminente. Je me lève à mon tour, mon aura s'ouvre, douce, lumineuse, presque nacrée. Je m'approche de lui, non pas comme une admiratrice, mais comme une âme qui en reconnaît une autre. J'ai mis ma main énergétique sur son cœur, là où sa musique est née, là où tant de douleurs ont été transformées en beauté. Et je lui dis, Bibi, toi qui as porté le blues comme flambeau, toi qui as transformé la peine en lumière, toi qui as guéri des millions de cœurs sans jamais le dire, je te rends hommage, je te remercie, je te reconnais. Que ton âme repose dans la paix que tu as tant recherchée. Que ta lumière continue de voyager chaque jour dans les notes jouées sur cette terre. Que ton héritage soit protégé, honoré et transmis et que là où tu es maintenant, tu puisses enfin jouer pour toi, sans pression, sans douleur, sans devoir porter le monde. Que ton cœur soit léger, que ton esprit soit libre, que ton âme soit entourée d'amour. Merci pour ce que tu as donné, merci pour ce que tu as été, merci pour ce que tu es encore. Et je lui ai offert un Médator d'or rose sur sa guitare comme un sceau de gratitude éternelle. La lumière se ferme doucement autour de lui. Le segment de B.B. King est maintenant complet, fermé et sacré. Poursuivons avec notre prochain invité, qui est un Canadien cette fois. Et pour cette quatrième trame sonore, on change complètement d'énergie. On entre dans l'univers festif, disjoncté et irrésistiblement groovy de Dan Hartnoy avec Soul Man, une pièce qui ne se prend pas trop au sérieux, mais qui fait du bien, qui réveille et qui fait taper du pied. C'est du pur blues brothers, un mélange de blues, de soul, d'humour, porté par une énergie contagieuse. La qualité sonore n'est peut-être pas parfaite, mais elle est authentique, elle est à son maximum. Laissez-vous embarquer dans ce moment joyeux, vibrant et complètement assumé. Alors, il s'appelle Daniel Edward Aykroyd, mais pour des millions de spectateurs, il restera Dan Aykroyd. Acteur, scénariste, producteur, musicien, humoriste est l'un des visages les plus emblématiques de la culture populaire nord-américaine. Il naît le 1er juillet 1952 à Ottawa, au Canada, dans une famille bilingue, intellectuelle et profondément ancrée dans la vie publique. Son père, Peter Hughes Aykroyd, est conseiller politique auprès du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau. Sa mère, Lorraine Hélène Marie Goujon, est une franco-ontarienne, secrétaire, chaleureuse et créative. Dan grandit avec un frère cadet, Peter, qui est né en 1955 et décédé en 2021, avec qui il collabora plus tard dans l'écriture et le cinéma. Son enfance est marquée par une imagination débordante, une sensibilité particulière et une fascination pour le paranormal, la police, la musique blues et la comédie. Plus tard, il révélera être autiste Asperger, un diagnostic qui éclaire son hyperfocalisation, sa créativité atypique et sa capacité à absorber des univers entiers avec une précision presque encyclopédique. Il parle français avec un accent franco-ontarien, même s'il l'utilise peu en entrevue.
Dan entame des études en criminologie, mais abandonne rapidement pour se consacrer à l'humour et à la scène. Sa carrière débute en 1971, mais c'est en 1975 qu'il devient une figure incontournable. Il fait partie de la distribution originale de Saturday Night Live où son énergie, son sens de l'improvisation et son humour physique le propulsent au rang de star américaine. Le cinéma s'ouvre à lui. En 1979, il tourne avec Steven Spielberg dans 1941, puis arrive à la consécration, le 1980 de Blues Brothers, où il incarne Elwood Blues aux côtés de son ami John Belushi. Le film devient culte, 1983, Un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy, énorme succès. En 1984, SOS Fantôme ou Ghostbuster, qu'il coécrit dans lequel il joue le rôle de Dr. Ray Stantz. Le film devient un phénomène mondial, suivi de suite en 1989, 2016 Caméo et 2020-2024 où il reprend son rôle. En 1989, il joue dans Daisy et son chauffeur où il livre une performance dramatique saluée, lui valant une nomination aux Oscars. Dans les années 1980 et 90 sont prolifiques. Drôle d'espion, Caddy Snack 2, My Girl, Sneaker, Chaplin, Conehead, Canadian Bacon, Gaspard, The Blues Brothers 2000, Fourmise. Il alterne entre comédie, drame, animation, caméo culte et rôles familiaux. Les années 2000-2010 confirment sa longévité. Pearl Harbor, Évolution, Le sortilège du scorpion de Jade, Amour et amnésie, Un Noël en folie, Yogi l'ours, Get On Up, Pixel, Moi, Député. Au total, Dan Aykroyd apparaît dans plus de 70 films, en plus de nombreuses séries, téléfilms et projets spéciaux. Il est également scénariste de 11 œuvres, dont The Blues Brothers, The Ghostbusters, The Dragnet, The Conehead, The Blues Brothers 2000. Il est réalisateur d'un film Nothing But Trouble en 91 et producteur sur plusieurs projets dont Ghostbusters 2016 et Ghostbusters Afterlife en 2020. Sa vie privée est stable et discrète. Il épouse l'actrice Donna Dixon en 83. Ensemble, ils auront 3 filles, Danielle, connue sous le nom de Vera Sola, la chanteuse, et Belle et Stella. En 2022, ils annoncent leur séparation tout en restant légalement mariés. Leur famille est construite autour de l'humour, la créativité et de l'imagination. Dan Aykroyd est aussi un homme engagé. Il soutient de nombreuses causes humanitaires, notamment l'adoption et placement familial, les orphelins, la protection animale, les services d'urgence, la santé des enfants, le soutien aux familles. Il contribue à plusieurs organismes, dont Artistes contre le racisme, Best Friend Animal Society, Dream Foundation, Elben Charities, Fondation Sidekick et la Fondation commémorative de la police de Los Angeles. Sa fortune est estimée à environ 250 millions de dollars américains provenant de ses films, de ses scénarios, de ses productions, de ses tournées Blues Brothers et de ses entreprises, notamment la vodka Crystal Head Vodka. Côté distinction, sa carrière est marquée par une nomination aux Oscars en 90, une nomination au prix Hugo pour Ghostbusters, une nomination aux American Comedy Awards, plusieurs Razzie Awards qu'il a toujours accueillis avec humour, fidèle à son autodérision légendaire. Aujourd'hui, Dan Aykroyd est considéré comme l'un des artistes les plus polyvalents de sa génération. Acteur, scénariste, producteur, musicien, humoriste, entrepreneur et gardien de 3 univers cultes, Saturday Night Live, Blues Brothers et Ghostbusters. Un créateur atypique, sensible, brillant qui a transformé ses passions d'enfant en œuvres immortelles. Et pour cette 5e trame sonore, on vous amène maintenant dans un moment absolument légendaire de Jam de New Orleans, tiré du Blues Brothers 2000 avec une brochette d'invités qui fait rêver. B.B. King et Rick
Stockton, Dr. Jones, Steve Winwood et bien sûr Dan Aykroyd et toute la bande. C'est un pur concentré d'énergie blues, de complicité musicale et de plaisir brut. On y sent la ville de la Nouvelle-Orléans vibrer à travers chaque note, chaque sourire, chaque échange entre ces géants. Ce n'est pas juste une chanson, c'est une célébration vivante du blues, de la soul et de cette magie qui n'existe que quand des artistes de cœur se retrouvent pour jouer, juste pour le plaisir de jouer. Installez-vous, ça groove, ça respire et ça rassemble. Ce que l'on voit dans les énergies de Dan, ben, l'imaginaire, la sensibilité, la mémoire, l'humour protecteur, l'intuition, la médiumnité, le monde invisible, aussi l'excentricité, originalité, génie marginal. C'est un communicateur, un conteur, un comique. Il y a, au niveau de ses énergies dominantes, beaucoup d'eau et beaucoup d'air. L'émotion, l'intellect, l'humour, l'imagination, le paranormal. Puis, c'est un chemin de vie du mystique, de l'exotérique, du chercheur de vérité, l'âme qui voit derrière le voile. Ce n'est pas un hasard s'il est obsédé par le paranormal, les fantômes, les phénomènes inexpliqués. C'est un maître inspirateur, celui qui canalise des idées venues d'ailleurs. C'est souvent lié aux artistes visionnaires. Puis au niveau de sa couleur d'âme, c'est un indigo plus argent. Oui, deux indigos aujourd'hui, c'est comme ça. L'indigo, ben, pour la clairvoyance, l'intuition, la médiumnité, puis l'argenté pour l'imagination, la fluidité mentale, l'humour lunaire, c'est la signature des artistes connectés à l'invisible. Puis au niveau de sa famille d'âme, ben, il fait partie des passeurs, puis avec le sous-groupe des conteurs et des visionnaires, ceux qui traduisent l'invisible en histoire, ceux qui enseignent par l'humour, la fiction, la créativité, ceux qui ouvrent des portes entre les mondes. Dan est littéralement un passeur entre le visible et l'invisible, ce qui explique son obsession pour les fantômes et son rôle dans Ghostbusters, puis son intérêt pour le paranormal, puis son humour étrange, décalé, presque médiumnique. Au niveau de ses anciennes vies, j'ai vu un alchimiste au niveau du 13e siècle qui s'est aussi couplé avec un astrologue de la cour au niveau du 16e siècle. Ça touchait l'Europe occidentale, mais aussi une partie de la France, de l'Angleterre, puis de la Bohème. Dans cette vie, Dan avait été un alchimiste de cour, puis un astrologue royal, actif justement dans les temps que je vous ai donnés. C'était une époque où la frontière était très mince entre la science, la magie, la religion. C'était flou. Il travaillait dans un laboratoire rudimentaire entouré de manuscrits, de symboles, de métaux, d'encre, puis d'instruments d'observation céleste. Il cherchait à comprendre les lois invisibles de la nature, les correspondances entre les planètes et les métaux, les cycles du destin, les secrets de transformation au niveau de l'alchimie intérieure et extérieure. Puis cette incarnation explique son obsession pour le paranormal, pour les phénomènes inexpliqués, son humour ésotérique, puis sa capacité à mélanger science et mystère. Puis, il était déjà un passeur de connaissances occultes, un homme qui cherchait à relier le visible et l'invisible. Et puis, j'ai vu également deux incarnations qui se croisent, une au 10e siècle et l'autre au 12e siècle. Ben, celle du 10e siècle en Europe du Nord, puis celle du 12e siècle dans des monastères celtes. Dans ces vies, Vondan a vécu où il était scribe, chroniqueur, puis conteur sacré. Ce n'était pas un moine austère, mais un moine curieux, imaginatif, doté d'un humour subtil, de chargé de préserver les histoires, les légendes et le savoir. Il recopiait des manuscrits, illuminait des pages, transmettait les écrits, les récits oralement également, puis utilisait l'humour comme outil pédagogique. Puis cette incarnation explique son talent pour raconter des histoires, pour sa capacité à créer des univers, son lien avec la tradition orale, son attachement à la mémoire, aux racines, à la famille, puis son humour qui enseigne sans blesser. Il était un gardien de récit, un transmetteur. Puis j'ai vu deux autres incarnations où ils se croisent. Bon, le guérisseur au 3e siècle, puis un médium tribal au 7e siècle. Ça touchait l'Asie centrale, la Sibérie, puis au 7e siècle, l'Amérique du Nord ancienne. C'est une incarnation, où c'était un guérisseur
leader tribal, un homme médecine, un médium capable de percevoir les esprits, d'interpréter les signes, de guider les passages, la naissance, la mort, la maladie, d'utiliser les plantes et les chants, de servir d'intermédiaire entre les vivants et les ancêtres. Ce n'était pas un chef, mais un pont, un homme respecté pour sa capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas. Puis cette incarnation explique son intuition fine, son lien naturel avec l'invisible, son humour médiumnique, son intérêt pour les phénomènes paranormaux, puis son rôle de penseur, qui n'est pas un hasard au niveau de Ghostbuster. Puis c'est ça, il était un chaman voyant, un intermédiaire entre les mondes. Puis j'ai deux autres incarnations où il était un clown sacré ou un bouffon royal. Il y en a une au 14e siècle et une au 17e siècle. C'était, bon, oui, un bouffon royal, mais pas un simple amuseur. Dans plusieurs traditions, le bouffon est celui qui dit la vérité sans être puni, celui qui relève les hypocrisies, qui protège le souverain par l'humour et qui voit ce que les autres ne voient pas. C'est celui qui utilise le rire comme âme spirituelle. Il avait un rôle initiatique pour faire rire. Il fallait désamorcer, faire rire pour révéler, faire rire pour guérir. Cette incarnation explique son humour intelligent, parfois étrange, sa capacité à jouer des personnages absurdes mais profonds, son énergie de passage joyeux, son talent pour dire des vérités sous forme de blagues. Il était un guérisseur par le rire et un miroir sacré. Alors, comme sixième trame sonore, pour terminer cette sélection musicale en beauté, je vous offre un pur moment de bonheur de twist des Blues Brothers avec nul autre que Ray Charles. Cette scène culte permet d'y aller avec plein humour, d'énergie et de groove où la musique devient un véritable appel au mouvement. Ray Charles y déploie tout son génie, son charisme et sa joie contagieuse pendant que la troupe se laisse complètement emporter par le rythme. C'est vivant, irrésistible, c'est du Blues Brothers à son meilleur. Une petite façon parfaite de boucler cette série de trames avec un sourire et un petit twist dans le cœur. Quand l'énergie de Dan se présente à moi, elle arrive comme un indigo électrique traversé par des éclats argentés. Je sens ses mains se placer au-dessus de ma tête comme s'il ouvrait un passage invisible. Mon chakra couronne s'ouvre, mon troisième œil s'éclaire, mon mental se clarifie. Le soin qu'il m'offre est un soin de précision intuitive. Il nettoie en moi les doutes, les hésitations, les interférences mentales, les peurs de mal recevoir et de percevoir, les filtres qui m'empêchent de dire ce que je vois. Il me dit, tu ne devines pas, tu captes, tu n'imagines pas, tu reçois. Fais confiance à ce qui vient. Puis il touche ma gorge très doucement et maintenant, dis-le, le monde a besoin de ta voix. Je sens un alignement vertical se créer entre mon intuition et ma parole. Je me sens plus claire, plus ouverte, plus vraie. Dan me tend une clé en argent indigo, fine, vibrante, presque vivante. Il me dit, cette clé c'est ta licence multidimensionnelle. Tu peux aller où tu veux, tu peux percevoir ce que tu veux, tu peux ramener ce que tu veux, tu es équipé. Cette clé ouvre en moi les passages entre les plans, les ondes de mémoires anciennes, les espaces de créativité inspirée, les portes de mon propre savoir intérieur. Je la reçois comme un sceau d'autorisation cosmique. Je me tourne vers lui avec une immense tendresse. Je vois l'homme derrière l'humour, l'hypersensible derrière le génie, celui qui a souvent utilisé le rire comme armure. Je pose ma main énergétique sur son front. Je lui offre un soin de décompression mentale. Je lui offre un ralentissement, un apaisement, un espace où il n'a plus besoin d'être brillant, un espace où il peut simplement être. Je lui dis intérieurement, tu peux te reposer, tu n'as plus besoin de performer, tu n'as plus besoin d'être le plus drôle, le plus original, tu peux juste être toi. C'est suffisant. Puis une lumière bleu pâle enveloppe son mental. Il reçoit profondément. Et c'est alors que je lui ai offert un carnet vierge relié de cuir souple et de pages lumineuses et je lui ai dit, tu as raconté tant d'histoires pour les autres, ce carnet est pour toi, pour ton histoire, pour ta vérité, pour ce que ton âme veut dire sans personnage. Il prend le carnet avec une émotion sincère. Je sens que ce cadeau lui permet de se retrouver.
Puis Dan s'installe à la table ronde, son énergie est vive, électrique, lucide. Il dit: le monde traverse une crise de perception. On ne voit plus clair, on vit dans le brouillard collectif. Les enjeux mondiaux, selon lui, c'est la surcharge mentale. Trop d'informations reçues, trop vite, trop fort. Le cerveau sature et quand il sature, on devient manipulable. Il parle de la crise de l'imaginaire. Les gens ne rêvent plus, ils consomment des rêves préfabriqués. Sans imagination, il n'y a pas d'évolution. Il parle de la déconnexion du subtil. On a perdu le contact avec l'invisible, avec l'intuition, les signes, les synchronicités. On vit comme si le matériel était tout, et c'est faux. Il parle de l'humour en inspection. On ne peut plus rire de rien. L'humour est un outil de guérison, un outil de vérité, un outil de libération. Et il pourrait être utilisé davantage si les gens ne se vexaient pas à tout sujet. Il parle de solutions personnelles, de réhabiliter l'intuition, que notre intuition est notre GPS. Si on l'écoute pas, on se perd. Il parle de développer l'imaginaire, l'imagination comme un outil de survie. Imaginer un futur différent, c'est comme ça qu'on le crée. Il parle comme solution de rire pour guérir. Le rire est un exorcisme. Riez plus, riez souvent, riez pour survivre. Il parle de se protéger du bruit, de filtrer, de couper, de débrancher. La clarté vient du silence. Puis au niveau des solutions collectives, il parle de réhabiliter l'humour comme un espace sacré, un lieu où on peut dire la vérité sans violence. Il parle d'enseigner l'intuition. On enseigne tout sauf la perception et c'est une erreur. Il parle de créer des espaces de créativité libre, pas pour produire, mais pour explorer, pour inventer, pour aller plus loin. Il parle de réconcilier la science et la spiritualité, que ces deux langages pour décrire la même réalité. Quand on les réunit, on retrouve la vérité. Il conclut en disant que le monde n'a pas besoin de plus de contrôle, il a besoin de conscience. Si chacun écoutait son intuition, son humour, son imagination, on pourrait changer le monde plus vite que l'on ne croit. Il pose sa main sur la table et ferme les yeux. Il dit que votre intuition devienne votre boussole, votre imagination devienne votre guide et que votre humour vous protège de tout ce qui n'est pas pour vous. Vous êtes plus vaste que vous ne le croyez. Et je pose ma main sur son cœur énergétique et je lui dis: Dan, merci pour ta lumière, pour ton humour, ta vision. Que ton âme continue de voyager librement, sans masque, sans pression, sans devoir divertir. Que tu trouves la paix dans le silence, la joie et la simplicité, et la liberté dans ta propre vie. Merci pour ce que tu as offert au monde. Monsieur Canada, du 1er juillet, né à Ottawa, qui a vraiment un potentiel politique immense qu'il aurait pu garder à ce niveau-là. Fait que je lui ai dit aussi que c'était pas pour rien qu'il avait fait ce choix-là. Alors voilà, on arrive doucement à la fin de cette émission, un espace où les âmes se rencontrent, où les âmes deviennent des enseignants, où la musique intérieure de chacun trouve un peu plus de clarté. Avant de fermer ce cycle, je veux prendre un moment pour remercier profondément toutes les personnes qui rendent cette émission disponible. Donc, merci au Focus Group, à vous qui travaillez dans l'ombre, qui analysez, qui proposez, qui ajustez, qui veillez à la cohérence, la qualité, à la profondeur de chaque segment. Merci pour votre présence, votre rigueur, votre cœur. Vous êtes les gardiens silencieux de cette émission et sans vous, rien de tout cela ne pourrait exister. Merci également pour les recherches, Aline, qui fouille, qui vérifie, qui compile, qui déniche les détails, les dates, les anecdotes qui permettent à nos invités d'être honorés avec justesse et respect. Bref, merci pour votre travail précieux, votre minutie et votre passion. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre temps, votre écoute, votre curiosité, votre ouverture, votre intérêt, votre fidélité. Merci d'être là, semaine après semaine, à accueillir ces voyages, ces rencontres et ces explorations de l'âme. Votre présence donne un sens à tout ce que nous faisons ici.
Et si cette émission vous a touché, inspiré, fait réfléchir, ben, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux. C'est la plus belle façon de soutenir notre travail et de permettre à d'autres âmes de recevoir ces messages. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer notre page Facebook, à laisser un commentaire, à mettre un pouce en l'air. Ces petits gestes ont un immense impact et nous permettent de continuer à vous offrir ce contenu gratuit, profond, inspirant, semaine après semaine. Et je suis disponible pour vous. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, je suis disponible pour des consultations en médiumnité, des lectures d'âme, des guidances personnalisées. J'offre également des méditations guidées canalisées, des soins énergétiques, des formations pour votre autonomie spirituelle, pour vous aider à vous reconnecter à votre essence, à votre mission, à votre lumière, à votre retour à soi. N'oubliez pas qu'il y a plus de 150 émissions qui sont disponibles gratuitement en tout temps pour vous accompagner, vous inspirer et vous soutenir. Et chaque vendredi midi, une nouvelle émission sort pour continuer à nourrir votre âme et votre cheminement. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir voyagé avec B.B. King et Dan Aykroyd, avec leur histoire, leur énergie, leur bénédiction. Et que cette semaine, Pascal vous apporte douceur, lumière, guérison et renouveau. La semaine prochaine, pour notre spécial Pâques, nous allons nous entretenir avec l'âme d'Anna, la grand-mère de Jésus, et de Marie-Madeleine. On va faire un petit parallèle avec l'histoire biblique, mais surtout continuer ce que nous avons commencé l'année passée avec le livre Anna, grand-mère de Jésus, tome 1, tome 2 de Claire Herzog et des éditions Ariane qui vibrent la vérité de cette lignée particulièrement lumineuse qui ont eu la chance de fouler le sol sur Terre. Alors d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme et souvenez-vous, vous êtes guidé, vous êtes aimé, vous êtes accompagné. Namasté.